On les appelle les ambassadeurs du changement climatique. Et c'est vrai que c'est une image qui parle. Partout dans le monde, les glaciers fondent, et à une vitesse qui n'arrête pas d'accélérer. Leur disparition, qui peut sembler lointaine et silencieuse, est en train de redessiner notre planète. Alors on va voir ensemble ce que ça implique. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand la glace disparaît? Cette phrase, elle est brutale, mais elle dit l'essentiel. La perte d'un glacier, ce n'est pas juste un cycle naturel. C'est une fin. C'est une page qui se tourne pour des milliers d'années, et ça bouleverse tout, les écosystèmes et même les civilisations qui se sont construites autour de ces géants de glace. Et là, on n'est plus du tout dans une menace abstraite, lointaine. L'effondrement de la Marmolada, ça a été un choc terrible. Ça a transformé cette vision qu'on a des glaciers, cette image de carte postale, en un rappel mortel que non, ils ne sont plus stables. On va commencer par ça, par le danger le plus immédiat, le plus spectaculaire, celui des montagnes qui, littéralement, s'écroulent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un changement de perception radicale. Pendant des siècles, quand on pensait au danger d'un glacier, on pensait aux crevasses. Aujourd'hui, on craint leur effondrement. D'un coup, ils sont passés de merveilles de la nature à des menaces aussi imprévisibles qu'un volcan. Et derrière la science, il y a l'angoisse humaine, bien sûr. Pour les gens qui vivent dans les Alpes, comme à Courmayeur, la peur est devenue quotidienne. C'est l'angoisse de vivre au pied d'un géant qui est en train de mourir et qui peut s'effondrer à tout moment. Alors, comment un monstre de glace comme ça peut-il s'effondrer? Eh bien, le processus est d'une simplicité terrifiante. D'abord, il fait plus chaud, donc le glacier perd de l'épaisseur. Ensuite, de l'eau de fonte s'infiltre jusqu'à la base. Et là, elle agit comme un lubrifiant, un peu comme de l'huile. Du coup, la glace n'accroche plus aussi bien à la roche. Et à un moment, devenu totalement instable, le glacier décroche. Ok, ça c'était le danger visible, explosif. Maintenant, on va passer à une crise plus lente, plus insidieuse, mais tout aussi dévastatrice. La question de l'eau. Il y a un concept qui est absolument essentiel à comprendre ici. C'est le pic hydrique, ou peak water en anglais. Intuitivement, on pourrait se dire, bon, le glacier fond, donc il libère plus d'eau. C'est logique, et c'est vrai, mais seulement jusqu'à un certain point, ce fameux pic. Une fois qu'on l'a dépassé, le glacier est trop petit et le débit d'eau commence à diminuer pour de bon. Et ça nous concerne très directement. Le glacier du Rhône, qui est un véritable château d'eau pour une grande partie de l'Europe, eh bien il est en train d'atteindre ce point de bascule. Ça veut dire qu'après, le débit du fleuve en été, pile au moment où on a le plus besoin d'eau, va baisser. Et quand l'eau commence à manquer, forcément, les tensions géopolitiques montent en flèche. Prenons l'Asie centrale. Pendant longtemps, il y avait un équilibre. Les pays en amont, comme le Kirghizistan, fournissaient l'eau des glaciers. Et les pays en aval, eux, fournissaient l'énergie, le gaz. Le problème, c'est que maintenant, cet équilibre est rompu. L'eau devient rare et elle devient une arme, ce qui mène à des affrontements armés pour son contrôle. Bien, maintenant, on va changer complètement d'échelle. On va dézoomer pour regarder l'impact au niveau mondial, en se concentrant sur les 2 plus gros glaçons de la planète. On commence avec tous les glaciers de montagne du monde, les Alpes, l'Himalaya, les Andes. S'ils fondaient tous, le niveau des mers monterait d'environ 1 demi-mètre, 50 cm. C'est déjà absolument énorme pour des centaines de millions de personnes qui vivent sur les côtes. Mais attendez, on passe au Groenland. Et là, attention, on change de dimension. On ne parle plus de centimètres. Si le Groenland fondait entièrement, c'est plus 7 mètres d'un coup. Des villes comme Londres, Amsterdam ou Shanghai seraient en très très mauvaise posture. Et enfin, le boss final, l'Antarctique. Le géant des géants. Sa fonte totale, c'est 56 mètres de plus. C'est un chiffre qui dépasse l'entendement. Ça redéfinirait complètement la carte du monde telle qu'on la connaît. Ce qui est important de voir, c'est que la source du problème évolue. Aujourd'hui, les principaux responsables de la montée des eaux, ce sont les glaciers de montagne. Dans un futur proche, ce sera le Groenland qui prendra la première place. Et à beaucoup plus long terme, le moteur principal de ces transformations, ce sera l'Antarctique. Pour que ça paraisse moins abstrait, parlons d'un seul point faible. En Antarctique, il y a le glacier Thwaites. Son petit surnom, c'est le glacier de l'Apocalypse, rien que ça. Eh bien, ce glacier, qui est grand comme la Grande-Bretagne, s'il s'effondrait à lui seul, c'est 3 mètres de montée des eaux. C'est le véritable talon d'Achille de l'Antarctique. Tout ça, évidemment, ça nous amène à la question centrale. Quel est-ce qu'on fait? Quels sont les choix qui nous restent? C'est la question que tout le monde se pose. Face à des chiffres pareils, face à une inertie aussi colossale, est-ce que ça a encore un sens d'agir? En fait, la réponse se joue sur 2 fronts en même temps. Il y a le combat local, pour protéger un glacier en particulier d'un projet de mine ou d'une station de ski par exemple, et puis il y a le combat global, le seul qui peut vraiment tous les sauver à long terme, la lutte contre le réchauffement climatique lui-même. Et c'est peut-être là qu'on peut retrouver une forme d'espoir. C'est que cet immense problème peut être ramené à une échelle qu'on peut comprendre, une échelle humaine. Chaque geste compte. Parcourir 250 mètres de moins en voiture, c'est sauver 1 kilo de glace. Dit comme ça,
Ça nous redonne une prise, une forme de pouvoir. Au bout du compte, la question n'est plus seulement scientifique ou économique, elle devient morale. Chaque tonne de CO2 qu'on évite d'émettre, c'est un peu de glace qu'on sauve. L'avenir de ces géants blancs, et donc un bout de notre propre avenir, dépend vraiment des décisions qu'on prend maintenant.